Ostéologie, partie 1. Attention, dans cette synthèse, vous allez retrouver beaucoup de schémas et des images que je vais détailler. Il est essentiel de l'avoir sous les yeux afin de mieux comprendre ce qui va être dit. Chapitre 1. Terminologie anatomico-médicale. La position anatomique de référence. La position anatomique de référence quand on décrit une structure est une personne debout, pieds joints, de face, avec les paumes des mains tournées vers l'avant. Les plans anatomiques. Le plan médial divise le corps en deux moitiés, gauche et droite. Quand on compare des structures anatomiques, celle qui est la plus proche du plan sera médiale et la plus éloignée sera la latérale par rapport au plan médian. Le plan parallèle au plan médian et qui divise le corps en deux parties non égales est appelé plan sagittal. On utilisera aussi les termes médio-sagittal pour médian et parasagittal pour sagittal. Le plan frontal ou coronal est parallèle au front. La boîte crânienne est séparée en une partie antérieure, la ventrale, et postérieure, la dorsale. Le plan transversal ou horizontal va diviser le corps en deux parties supérieures ou crâniales et inférieures ou caudales, qui signifie la queue. Les bases de la terminologie anatomique. Lorsqu'une structure est en avant, ça correspond à antérieur ou ventral, en arrière ce sera postérieur ou dorsal, en haut ce sera supérieur ou crânial, en bas inférieur ou caudal, près du plan médian, médial ou interne, à distance du plan médian, latéral ou externe, et enfin quand ce sera proche de l'origine d'un membre, ce sera proximal, sinon quand c'est loin, ce sera distal. Concernant les mouvements, l'abduction, c'est un mouvement qui écarte un membre du plan médian. L'adduction cette fois-ci, attention, ça ressemble mais c'est pas la même chose. C'est un mouvement qui rapproche un membre du plan médian. La flexion est un mouvement vers l'avant d'une partie du corps par rapport au reste du corps. Pour le pied, ce sera la dorsiflexion. L'extension est un mouvement qui amène cette même partie du corps vers l'arrière, la flexion plantaire pour le pied. La pronation, on tourne la main vers l'intérieur de 180 degrés. La supination, c'est un mouvement de rotation externe de la main, lui aussi de 180 degrés. L'opposition maintenant, c'est la pulpe du pouce qui va vers la pulpe d'un des autres doigts, quand on prend un objet typiquement, et enfin la reposition qui est l'inverse de l'opposition. Chapitre 2. Système squelettique, généralité. Définition d'abord. Le système squelettique est un ensemble de structures rigides du corps contribuant à son maintien. Un os, c'est un tissu conjonctif hautement spécialisé et rigide, tandis qu'un cartilage, c'est un tissu conjonctif élastique et semi-rigide. Le tissu osseux est la forme des os. La structure de base, c'est l'os long comme l'humérus. Ils sont composés, aux extrémités, d'une épiphyse, qui est proximale et distale, qui représente des surfaces articulaires pour les articulations au niveau d'un relief osseux, un renflement, et au centre de l'os, entre les épiphyses, d'une diaphyse. Les os plats comme la scapula, donc l'omoplate, ou le sternum, sont des structures osseuses allongées. Les os irréguliers sont par exemple les os coxaux ou les vertèbres. Les os courts sont par exemple des os du poignet, ils sont tout petits et ont des formes cubiques. Il existe aussi des os sésamoïdes, comme la rotule ou au niveau du gros orteil, qui vont se développer dans certains tendons. Clinique. Quand on perd du cartilage, c'est de l'arthrose. On perd progressivement avec l'âge des petits morceaux de cartilage articulaire. Il n'y a donc pas de traitement médical à l'heure actuelle. Elle est source de douleur et est très handicapante. Elle peut même provoquer une perte de mobilité. À l'extérieur de l'os, il y a une enveloppe fine appelée périoste. C'est une file lamelle de tissu conjonctif souple qui recouvre l'os à l'extérieur. On peut le décoller, le tenir dans nos doigts et le remettre grâce à un décolleur lors d'une intervention. Il joue un rôle très important dans le cal osseux, la formation d'un nouvel os. Sous le périoste, on a un os compact très dense où il n'y a pas de cavité aérienne. Dans l'os compact, il existe des structures appelées canaux de Havers, au centre desquels on a les structures vasculaires. Autour, ce sont des couches concentriques de structures osseuses dans lesquelles on retrouve les ostéoblastes, voire histologie. À l'intérieur de l'os, il y a de l'os spongieux qui va présenter des travées osseuses avec des cavités entre les travées. En radiologie, les bords des os sont plus blancs et au milieu, on a une partie plus noire, car c'est l'os spongieux qui est plus aéré. Et au centre de l'os, enfin, on retrouve la cavité médulaire. Parlons maintenant de la vascularisation de l'os. On a des artères et des veines épiphysaires qui proviennent souvent de l'articulation. Aux deux extrémités des os, on a des articulations qui ont des vascularisations. Au niveau de la diaphyse des os longs,
on a un foramen nourricier au niveau de la corticale qui laisse passer les artères et les veines diaphysaires ou nourricières qui entrent et sortent de l'os. Les artères et veines périostées qui se trouvent sous le périoste et pénètrent dans la corticale. Le développement de l'os. L'ossification est soit intramembraneuse, soit encondrale. L'ossification intramembraneuse, c'est la formation de l'os de membrane dermique. Ce sont des ébauches mésenchymateuses qui se forment pendant la période embryonnaire et qui vont ossifier directement sans passer par un stade de cartilage. Dans l'ossification intramembraneuse, on a une transformation directe du mésenchyme en os sans passer par le stade de cartilage, alors que dans l'ossification encondrale, les ébauches cartilagineuses se forment pendant la période fœtale puis sont quasiment complètement remplacées par l'os. On a des centres d'ossification primaire, appelés ainsi, car le tissu qu'ils génèrent remplace la majeure partie du cartilage dans l'ébauche. La partie ossifiée à partir du centre d'ossification primaire va représenter la diaphyse ou le corps de l'os. Les centres d'ossification secondaire apparaissent après la naissance et sont à l'origine des épiphyses. Entre l'épiphyse et la diaphyse, il y a une zone appelée la métaphyse. Aussi longtemps que l'os n'a pas atteint sa taille définitive adulte, l'os de l'ossification primaire ne peut pas fusionner avec la métaphyse, ou la plaque épiphysaire. Ce sont des cartilages de croissance ou de conjugaison. Tant qu'ils sont présents, l'os n'a pas terminé sa croissance. Une fois que cette partie sera ossifiée, la croissance est terminée. Il n'y aura plus de métaphyse et il y a une ossification du centre secondaire et du centre primaire d'ossification. Cela se voit sur des radios, il y a une zone noire entre la diaphyse et l'épiphyse. Vous observerez un schéma à la page 7 de la synthèse avec toutes les étapes de l'ossification. Et pour finir ce chapitre, la classification des os. On a un squelette axial en jaune composé du crâne, de la colonne vertébrale et du thorax. Le squelette appendiculaire, qui est un membre inférieur et supérieur avec leur ceinture scapulaire et pelvienne, s'attache sur ce squelette axial. Chapitre 3. Ostéologie, le crâne. Vous retrouverez un schéma du crâne à la page 8 de la synthèse. Pour décrire le crâne, on utilise le plan de Francfort ou orbito-méatal qui passe par la partie inférieure de l'orbite et par l'orifice externe de l'oreille ou méa acoustique externe. Le plan est horizontal. On distingue aussi le massif social, les os de la face, et du neurocrâne qui délimite la boîte crânienne en contact avec le cerveau. On divise le crâne en faces et on décrira les différents os qui sont soudés les uns aux autres pour constituer ce crâne. La face antérieure du crâne. Sur la face antérieure, décrivons-les de haut en bas. On a d'abord l'os frontal, puis la bosse frontale. Ensuite, le foramen qui est une incisure supra-orbitale. Le processus frontal, l'arcade sourcilière, le bord supra-orbital, le processus zygomatique, l'orbite, le cornet nasal moyen, la fissure orbitaire supérieure et inférieure, la cavité nasale, le foramen zygomatique facial, le foramen infra-orbitaire, le bord infra-orbitaire, l'arcade et les os zygomatiques, le cornet nasal inférieur, le septum nasum qui est la partie osseuse, la maxillaire, les processus alvéolaires, la suture intermaxillaire, la dent prémolaire, le processus alvéolaire, le foramen mentonnier, la protubérance mentonnière et la mandibule. L'os frontal maintenant. L'os frontal présente deux parties, la partie verticale recouverte par la peau du front et la partie oblique ou horizontale qui constitue le toit de l'orbite, orbite qui fait 4 x 4 x 4 cm. À l'intérieur, il possède une cavité appelée sinus frontal. Ce dernier va s'ouvrir par un canal qui descend dans le nez, appelé canal frontonasal. Il met en communication le sinus frontal et la fosse nasale. On a deux orifices supra-orbitaires, les foramen supra-orbitaires. Le nerf supra-orbitaire, qui est une branche du trigymo V2, passe dedans et donne la sensibilité de la peau de la surface du front, une moitié gauche pour le nerf gauche et une moitié droite pour le nerf droit. L'os frontal vient s'articuler et se souder à l'os maxillaire médialement et à l'os zygomatique latéralement. La partie qui se prolonge inférieurement et latéralement vient au contact de l'os zygomatique est appelée processus zygomatique de l'os frontal. Au contact de l'os maxillaire, c'est le processus maxillaire de l'os frontal. Proche du plan médian, l'os frontal se soude à l'os nasal. À l'intérieur de l'orbite, l'os frontal va se souder au sphénoïde à sa petite taille et grande aile. La portion verticale de l'os frontal est appelée écaille de l'os frontal.
Les lobes frontaux reposent sur l'os frontal qui divise au-dessus le cerveau et en dessous l'œil et son orbite. Le sinus est une cavité aérée. L'os ethmoïde. L'os ethmoïde est localisé à l'intérieur de l'orbite et en constitue la paroi interne. La lame orbitaire est située près de l'œil. Il y a 2 blocs de 8 à 10 cellules qui sont les sinus. Ils constituent un labyrinthe ethmoïdal. À l'extérieur de l'ethmoïde, on est dans l'orbite, et en dessous de la fosse nasale et au-dessus, dans la boîte crânienne. Il s'encastre entre les os frontaux. Il présente un prolongement vers le haut, la crista galli. De part et d'autre de l'os, on a des petits trous appelés lames criblées. Des petits filets nerveux montent de la fosse nasale, se réunissent et entrent dans le bulbe olfactif. En dessous, dans la fosse nasale, on a le neuroépithéléum olfactif, des neurones olfactifs qui captent les odeurs et qui vont transmettre l'information au bulbe olfactif qui la transmettra au cerveau. Les petits filets nerveux vont passer dans les trous de la lame criblée. Retrouvez un schéma qui représente tout ça à la page 11 de la synthèse. Clinique. L'épithélium olfactif, 2 x 2 cm, se trouve dans le haut du nez. Il y a des neurones qui passent à travers la lame criblée pour venir faire un relais dans le bulbe olfactif, puis aller vers le cortex olfactif. Dans le Covid, environ 60% des cas légers, donc 80% des patients, soit environ un demi-patient Covid qui présentent une atteinte olfactive, présentent une perte d'odorat car dans l'épithélium olfactif, il y a sur un type de cellule environ 700 fois plus de récepteurs ACE2, le récepteur de coronavirus, qu'ailleurs dans le corps. Chez certains patients, le neurone pénètre dans le bulbe olfactif et c'est une voie pour les atteintes cérébrales. Dans un accident de la route, si la tête vient frapper dans l'airbag, on peut avoir des anosmies post-traumatiques définitives car les filets nerveux seront coupés dans la lame criblée. On peut également avoir des tumeurs des fosses nasales qui vont pénétrer le cerveau via ces orifices nerveux dans la lame criblée. Ce sont des points de faiblesse. La lame criblée est donc un élément important cliniquement dans les anosmies post-traumatiques. À la face latérale de l'os ethmoïde, on a la lame osseuse qui est la paroi interne de l'orbite. C'est la lame orbitaire qui sépare la fosse nasale et ethmoïde en interne, et en latéral, on a l'œil. Cette lame orbitaire porte le nom de lame papyracée. Elle est aussi fine que le papyrus. En cas d'infection de l'ethmoïde, l'ethmoïdite, cette infection pourra se propager dans l'orbite de l'œil et provoquer un abcès orbitaire. Lors d'une ethmoïdite, l'infection peut s'étendre dans l'orbite, les paupières gonflent, on ne peut presque plus les fermer, et l'œil a tendance à sortir quand on a du pus dans l'orbite qui provoque une protrusion appelée exophthalmie. Cette exophthalmie provoque une tension du nerf optique qui peut être mort en 6 heures. Il est lui-même responsable d'une cécité définitive. Si on a un abcès dans les paupières uniquement, donc la cellulite de la paupière, c'est beaucoup moins grave. On peut même le voir au scanner. On peut également avoir un abcès intracérébral au départ du sinus frontal, c'est rare mais c'est très grave. Retrouvez évidemment le scanner en coupe frontale à la page 13 de la synthèse. Ici, à la page 14, on voit 4 cellules du sinus de l'ethmoïde. Il y en a 8 à 10 au total. En cas d'infection, l'infection passe au travers de la lame papyracée et il faudra drainer le pus en ouvrant des cellules ethmoïdales. L'os ethmoïde vient à l'intérieur de la fosse nasale et on le voit si on enlève l'os nasal. À l'intérieur, la crista galli se prolonge en dessous par une lame verticale, la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Elle va séparer les 2 fosses nasales dans la partie haute de la séparation. Dans le bas, c'est le vomer. Ces 2 os constituent la cloison qui sépare la fosse nasale gauche de la droite. L'os nasal, justement. On a un os nasal gauche et un os nasal droit qui se soudent sur la ligne médiale. Il fait le pont entre les os maxillaires. Il se soude supérieurement à l'os frontal et latéralement à l'os maxillaire. Clinique. L'os nasal est souvent touché par des fractures, les sports de combat, mais aussi de contact, le foot, le basket et le rugby. Les autres sites de fractures fréquents sont le plancher orbitaire, la mandibule et éventuellement la maxillaire. Retrouvez à la page 15 de la synthèse différents schémas et images qui présentent des fractures et des écoulements de sang. Sur ce scanner, on voit 4 traits de fracture. Les os nasaux et la lame perpendiculaire de l'ethmoïde sont cassés. On va faire une réduction esthétique pour corriger le défaut esthétique. Dans les 7 aux 10 premiers jours, l'os n'est pas encore soudé. C'est même plus facile de le faire immédiatement avant que ça n'ait gonflé. Ici, on a une complication avec un abcès. Ici, on a une déviation du septum qui peut être de naissance ou encore traumatique. Vous retrouverez cette déviation à la page 16 de la synthèse. L'os maxillaire. L'os maxillaire constitue la partie inférieure et interne de l'orbite. Il constitue la moitié interne du plancher orbitaire, la moitié externe étant l'os zygomatique. Il présente un prolongement qui va jusqu'à l'os frontal.
le processus frontal de l'os maxillaire. Il va délimiter l'orifice osseux des fosses nasales ou encore l'orifice piriforme. Il fait environ 1 cm en dessous du rebord orbitaire où il va présenter un orifice, le foramen infraorbitaire qui livre au passage au nerf infraorbitaire. Ce dernier donne la sensibilité de la peau de l'aile du nez et de la joue. Inférieurement, il présente des alvéoles dentaires dans lesquelles les dents sont encastrées et se sont maintenues par des ligaments, avec 8 alvéoles par os maxillaire. À l'intérieur du maxillaire, il y a un sinus de la taille d'une mandarine qui le draine dans la fosse nasale. Les racines des molaires sont très proches, voire dans le sinus. Il y a donc une proximité de la racine des molaires, principalement les 2 premières, qui peut être une source de pathologie. Les infections dentaires peuvent s'étendre au sinus maxillaire. Le sinus maxillaire est donc source de beaucoup de pathologies. Vous retrouverez un schéma d'un sinus maxillaire à la page 17. Clinique. Ici, à l'intérieur de la fosse nasale sur le schéma de la page 18, on a un petit orifice qui permet de rentrer dans le sinus maxillaire. Ici, il est droit. Il peut s'agrandir en cas de sinusite chronique et par la chirurgie face à des polyposes, des petites tumeurs bénignes. Sur la radio, on voit les polypes, car la cavité du sinus est remplie de polypes et de pus, et en gris et pas en noir. Il existe aussi des tumeurs malignes bourgeonnantes, sanguinolentes et irrégulières. Les cornets nasaux. À l'intérieur de la fosse nasale, on a des reliefs osseux qui sont les cornets nasaux, inférieurs, moyens et supérieurs. La lame osseuse qui s'attache au maxillaire est le cornet nasal inférieur. Plus haut, on a le moyen et enfin le supérieur. Autour de la lame osseuse, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, du tissu conjonctif et un épithélium cilié autour. Ces cornets nasaux sont à l'origine de tous les problèmes de rhinite. Le cornet gonfle et dégonfle assez facilement en cas d'infection virale ou de rhinite bactérienne, ce qui va provoquer une obstruction nasale, donc un nez bouché. Le nez peut aussi se boucher en cas de rhinite allergique. On peut faire des tests allergiques et on voit s'il y a une réaction à certaines substances. Dans les rhinites allergiques, les cornets sont gonflés et le problème a des problèmes d'obstruction nasale liés à des cornets qui sont très gros. Il y a des sprays nasaux en vente libre comme rhinospray ou sofrazolone qui sont des vasoconstricteurs, éphédrine ou pseudoéphédrine, qui diminuent le diamètre des vaisseaux. Donc on a moins de sang et le vaisseau est moins gonflé. L'action est immédiate, mais ces sprays rendent dépendants très rapidement. Donc il ne faut pas les utiliser de manière chronique et les muqueuses peuvent devenir atrophiques sinon. Il existe des chirurgies des cornets. On peut les couper partiellement ou alors on a une sonde de radiofréquence avec une aiguille qui est rentrée dans le cornet nasal. On a introduit l'aiguille dans une solution de blanc d'œuf, l'albumine, on chauffe et ça fait de l'omelette grâce à un courant de basse puissance qui permet de réduire la taille des cornets de façon définitive. Depuis environ 20 ans, on utilise cela en routine et cela permet aux cornets d'être réduits en taille. C'est une intervention chirurgicale définitive et très efficace. On voit très bien les cornets nasaux au scanner et on les devine aussi à la radio que vous retrouverez à la page 20 de la synthèse. Le vomer. Ce dernier constitue la partie inférieure et postérieure de la cloison qui sépare les narines gauche et droite. Au-dessus du vomer, c'est la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Vous retrouverez sur la page 21 de la synthèse les différents os que vous pourrez observer. La mandibule maintenant. C'est l'os inférieur de la face antérieure du crâne. La mandibule est un seul et unique os, il n'y en a pas deux. Elle porte les dents inférieures, 2 fois 8 dents, donc 2 fois 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. À l'intérieur, on a 2 reliefs osseux, les épines mentonnières ou épines génies, retenir les 2 noms, attention. Latéralement toujours, à la face interne, on a une ligne, un petit relief, qui est la ligne mylo-hyoïdienne sur laquelle le muscle mylo-hyoïdien s'insère. Il y a aussi le foramen mandibulaire, par lequel passe le nerf mandibulaire pour l'innervation des dents. Les dentistes parlent de la lingula ou de ligne de Spix pour le relief que l'on peut palper dans la bouche pour identifier ce foramen. Clinique. Un Spix est une piqûre anesthésique proche de la lingula pour anesthésier le nerf et donc toute l'hémimandibule. À l'extérieur, on a une partie centrale appelée corps. À peu près à la hauteur de la canine, on a le foramen mandibulaire ou mentonnier par lequel passe le nerf mentonnier qui donne l'innervation sensitive de la peau de la lèvre et du menton dans sa partie terminale. La partie antérieure de la mandibule peut être plus ou moins prononcée. C'est la protubérance mentonnière. Ensuite, on a le corps puis un angle formé par la branche horizontale qui se prolonge dans la branche verticale. La mandibule a donc 3 parties. Le corps, la branche horizontale et la branche verticale. Sur la branche verticale se détache vers l'avant le processus coroné ou coronoïde. Il a une forme de dent de requin et le muscle temporal s'insère sur lui. Dans la partie crâniale, la mandibule se termine par une partie arrondie, le condyle mandibulaire en dessous duquel on a une partie un peu rétrécie, le col de la mandibule.
Le condyle s'articule avec le vieux crâne via l'os temporal. C'est l'articulation temporomandibulaire. Petit 1. Le nerf trijumeau se divise en 3 branches dont le nerf mandibulaire. Ce dernier va donner des branches et certaines vont remonter pour les muscles de la mastication et le reste seront des nerfs sensitifs. Une branche va dans la langue par exemple, le nerf lingual, la sensibilité générale de la langue, comme sentir le chaud, le froid, une piqûre ou le toucher. Le nerf mandibulaire V3 a un nerf qui rentre dans la mandibule, le nerf alvéolaire inférieur, et donne l'innervation des dents et sort au niveau du foramen mentonnier en tant que nerf mentonnier pour donner l'innervation du menton et de la lèvre. Vous retrouverez encore et toujours différents schémas à la page 24 de la synthèse. La fosse temporale. Il y a une région où le crâne est un peu creusé. C'est la fosse temporale sur laquelle s'insère le muscle temporal qui comble cette fosse et se finit sur le processus coronoïde de la mandibule. La fosse temporale est à cheval sur 4 os, l'os frontal en avant, l'os pariétal en arrière et crânialement, la grande aile du sphénoïde en avant et inférieurement, l'os temporal caudalement, inférieurement et postérieurement. Il y a un demi-cercle qui est constitué par des lignes temporales qui vont limiter cette fosse. Les lignes temporales supérieures et inférieures, visibles sur l'os frontal, pariétal et temporal. L'os pariétal, que vous pourrez observer sur la page 26. Ce dernier présente les lignes temporales supérieures et inférieures. En avant, il se soude au frontal, c'est la suture coronale. En arrière, le pariétal va se souder à l'occipital et la suture entre le pariétal et l'occipital est la suture lambdoïde. L'os temporal maintenant. Inférieurement, on va retrouver l'os temporal. Vers le haut, il présente une partie assez fine appelée l'écaille de l'os temporal ou partie squameuse. Il est en rapport avec le lobe temporal du cerveau. Ensuite, l'os temporal va présenter un prolongement vers l'avant. C'est le processus zygomatique. Il se soude avec l'os éponyme. L'ensemble de ce processus zygomatique de l'os temporal et du processus temporal de l'os zygomatique vont former l'arcade zygomatique. Et juste en arrière du processus zygomatique, on a une cavité arrondie, creusée, qui accueille l'extrémité supérieure de la mandibule, le condibule mandibulaire. C'est ce qu'on va appeler la fosse mandibulaire. Derrière cette fosse, on voit un orifice, le méa acoustique de l'oreille externe. C'est la partie osseuse de l'oreille, là où on met un coton-tige. Après 2,5 cm, on retrouve le tympan à l'intérieur de la structure. Derrière le méa acoustique externe, on a le processus mastoïde. À l'intérieur, il y a toute une série de cavités avec de l'air comme le gruyère, les cellules mastoïdiennes. Elles vont communiquer avec l'oreille moyenne. La partie inférieure de l'os est beaucoup plus volumineuse. Elle a une pointe qui s'enfonce vers l'intérieur du cerveau, la partie pétreuse de l'os temporal. La partie squameuse est donc un os fin en épaisseur, contrairement à la partie pétreuse, plus volumineuse dans laquelle on retrouve l'oreille moyenne avec les osselets et l'oreille interne avec la cochlée pour l'audition et le vestibule pour l'équilibre. On voit aussi le méa acoustique interne par lequel les nerfs cochléaires et vestibulaires, 8e nerf crânien, vont sortir. Et enfin, inférieurement, on retrouve le canal carotidien, le foramen mastoïdien, le processus styloïde, etc., qui seront décrits bien plus tard. Passons au sphénoïde et l'occipital. Sur la face latérale, on voit la grande aile du sphénoïde et une partie de l'occipital qui seront décrits plus tard. Donc, avançons sur la face postérieure. La face postérieure est principalement occupée par l'os occipital. Et évidemment, comme toujours, vous retrouverez un schéma à la page 29. À l'arrière du crâne et au milieu, au sommet de la nuque, on a une bosse osseuse appelée protubérance occipitale externe. De chaque côté de cette protubérance, on retrouve la ligne nuchale supérieure. Quelques centimètres en dessous, on a une ligne nuchale inférieure. Ce sont des lignes horizontales. Et enfin, sur la ligne médiane, on a la ligne occipitale externe qui va jusqu'au foramen magnum à la face intérieure du crâne. La face inférieure du crâne maintenant. Ici, à la page 30 de la synthèse, on retrouve une vue exocrânienne. On a décapité le patient, on va lui soulever le crâne et on va regarder par le bas. Ici, à la page 31 de la synthèse, on retrouve une vision où on voit la base du crâne depuis le versant neuro-endocrânien, où on a coupé le crâne horizontalement et on a une vision du dessus, une vision endocrânienne. L'os palatin. Le palais osseux est une paroi osseuse qui sépare en dessous la cavité buccale et au-dessus la fosse nasale. Ce palais osseux est constitué antérieurement, à 2/3, par les 2 processus palatins de l'os maxillaire et en arrière à 1/3, par les 2 lames horizontales de l'os palatin. Clinique. Les fentes palatines, associées ou non à des fentes labiales, donc le bec de lièvre, sont des malformations congénitales où les os maxillaires et les processus palatins ne sont pas soudés sur la ligne médiale. Quand le bébé boit son lait, une partie va remonter et régurgiter par le nez. Il faut donc opérer l'enfant très précocement, en général après 3 mois.
On voit sur l'image à la page 32 de la synthèse en haut à droite qu'il y a une lame horizontale qui ferme le palais osseux et puis une lame plus verticale qui vient à l'intérieur de la fosse nasale. Sur la vue inférieure en bas à droite, on voit la lame horizontale et deux orifices qui ne sont pas très visibles, qui sont les foramina, grand palatin et petit palatin. Dans ces orifices passent les nerfs palatins qui donnent la sensibilité du palais osseux. Au-dessus, les fosses nasales vont communiquer avec le pharynx par des orifices qui sont les choanes, donc des ouvertures nasales postérieures. Les fosses nasales se poursuivent dans le nasopharynx.